Rentrée des classes. Une semaine avant, la rédaction d'Antenne 2 a enquêté sur le coût de la rentrée 87, le prix du cartable de vos enfants. Sommet francophone au Québec, une langue, ce n'est pas simplement une communauté de pensée et de langage, c'est aussi un argument économique de poids. Championnat du monde d'athlétisme à Rome, nos derniers espoirs s'envolent. Les sprinteurs Stéphane Caristan et Bruno Marie-Rose n'iront pas en finale. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans une semaine, très exactement, le 8 septembre, aura lieu la rentrée des classes en France. Chaque année se reposent les mêmes problèmes. Les familles doivent établir le prix de cette rentrée, c'est-à-dire de l'ensemble des fournitures scolaires. Cette année, le prix moyen a été établi autour de 1100 francs par enfant, soit une augmentation de 2 à 4% par rapport à l'année dernière, avec des différences significatives selon que l'on procède à ses achats chez un petit commerçant ou dans les grandes surfaces. L'enquête tout de suite de Françoise Joly. L'école, c'est d'abord la joie d'un beau cartable, mais un plaisir qui a son prix. Pour cette rentrée 87, les fournitures scolaires ont augmenté de 2 à 4,3% selon les associations familiales. Toujours selon elles, prix moyen d'une rentrée scolaire d'un enfant en 6e, 1099 francs. Le piège, les gadgets, les nouveautés. Un taille-crayon avec Mickey ou Popeye, c'est 10 francs. 5 fois plus cher que le classique. Pour les parents, pas toujours facile d'échapper à ces articles sophistiqués. Mais on a pris des petits classeurs, par exemple, des petits classeurs Mickey, des petites implumiers Popeye. Et ça coûte pas plus cher? Des petites gommes, ah oui, ça coûte un petit peu plus cher. Enfin, faut faire un petit effort pour faire plaisir pour la rentrée des classes, mais enfin, tout n'est pas comme ça. Hein. D'un magasin ou d'une ville à l'autre, le prix des fournitures scolaires varie fortement. Un cahier de texte coûte 3,30 francs à Lyon, 7,65 francs à Versailles. Le secrétariat à la consommation a chiffré le coût moyen de la rentrée scolaire. Les résultats seront connus demain. Son objectif, informer les familles pour qu'elles fassent jouer la concurrence. Une opération qui laisse sceptique l'UFC. Il faut simplement voir que ça va aboutir à un prix moyen, ville par ville. À partir de là, la ménagère ou la mère de famille doit dire, paraît-il, à ce prix-là, je n'achète pas, c'est trop cher. D'abord, c'est faux, parce que l'achat de fournitures scolaires, c'est une consommation obligée tous les ans. Et d'autre part, ça risque de la transformer en marathonienne, c'est-à-dire courir dans 15 magasins pour trouver le fameux prix moyen. Reste le problème des manuels scolaires. À partir des classes de seconde, ils sont à la charge des familles. Pour cette rentrée, ils ont augmenté de 9,5% selon la Confédération syndicale des familles, une augmentation bien supérieure à l'inflation. Le 8 septembre, donc, 12 millions d'élèves, 650 000 enseignants rentreront en classe. Ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, M. René Monory, faisait un premier point de cette rentrée. Selon lui, la baisse de la natalité fait que peu de problèmes se posent dans le primaire et dans les collèges. En revanche, dans les lycées, à partir de la seconde, donc, il y a une assez forte augmentation des effectifs accompagnée de problèmes d'intendance, c'est-à-dire l'état de certains locaux scolaires, et enfin, un manque d'enseignants dans certaines régions. Enquête de Lorraine Cusin et Estelle Gouzy. La rentrée la plus difficile sera celle des lycées. Car si les collèges se vident, 75 000 élèves de moins prévus cette année, les lycées, eux, explosent. 80 000 élèves supplémentaires y sont attendus, 80 000 élèves pour seulement 28 500 places créées. Des places ouvertes le plus souvent dans des classes de fortune, préfabriquées, dortoirs désaffectés, salles recyclées. On part au plus pressé, mais ce n'est pas assez pour accueillir tout le monde. Résultat, il faudra bonder encore des classes déjà surchargées à 40 élèves et plus, dans des lycées qui croulent sous le poids des élèves. Depuis 5 ans, on aurait dû construire des lycées, vous avez tout à fait raison, et on n'en a pas construit au moment où c'était l'État qui était responsable. Maintenant, aujourd'hui, il faut que les régions fassent très vite, elles le font, mais il y a toujours un temps de réponse. L'autre préoccupation de cette rentrée, la crise du recrutement des professeurs. Si le nombre des enseignants augmente dans les lycées cette année, 3300 de plus, attirer les jeunes vers ce métier devient de plus en plus difficile. Les candidats aux 2 concours menant au professorat, agrégation et CAPES, sont tous les ans moins nombreux. Ainsi, 44 000 candidats au CAPES en 1974, à peine 26 000 en 1987. À l'issue des concours cette année, tous les postes offerts n'ont pu être pourvus en raison de cette insuffisance de candidats.
Un instituteur, un professeur joue dans la vie de l'enfant, dans la vie des familles, un rôle considérable. Et il faut le reconnaître comme tel dans la nation. Si on arrive, c'est en train de se faire, de réussir à proposer comme priorité nationale l'éducation, je suis persuadé que le métier aura encore beaucoup d'adeptes. Pour être complet, première réaction des syndicats. Le SNI parle de la situation beaucoup moins rose que ne le prétend le ministre. Et pour le SNES et la Fédération de l'éducation nationale, il s'agit de bluff et de camouflage. Demain, dans Télématin, je vous le dis tout de suite, l'invité des 4 vérités sera sur ce thème, M. Yannick Saint-Bron, le nouveau numéro 1 de la FEN, la Fédération de l'éducation nationale. Fin de ce dossier pour ce soir, mais nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici au 8 septembre. Une semaine, jour pour jour, après le début de leur révolte à l'intérieur de la prison italienne de l'île d'Elbe, les 6 mutins ont enfin libéré leurs 21 otages. Une semaine d'angoisse donc s'achève sans que le gouvernement italien n'ait cédé et accordé aux 6 prisonniers l'hélicoptère qu'ils réclamaient pour s'enfuir. En revanche, ils ont obtenu, ces prisonniers, l'assurance de voir leurs conditions de détention s'améliorer. Jérôme Bonny nous décrit les derniers instants de cette prise d'otage. Porto Azzurro en liesse, le pénitencier de l'île d'Elbe en effervescence. Ce matin, à 11h35, après une semaine de séquestration, les 21 otages peuvent enfin respirer à l'air libre. 16 gardiens, le directeur de la prison, plusieurs membres du personnel médical et une femme, une assistante sociale, tous fuient à la fois leur cauchemar et les photographes. Oui, ils nous ont attachés au barreau de l'infirmerie. Nous étions suspendus, explique ce gardien libéré. Pendant une semaine, ils ont été entre les mains de 6 détenus, des durs, purgeant des peines de prison à perpétuité, des bandits sardes et génois condamnés pour meurtre et enlèvement. Leur meneur, le terroriste néofasciste Mario Tutti, menacé de faire un massacre si on ne leur livrait pas un hélicoptère pour s'évader. Mais le gouvernement italien a toujours refusé. Petit à petit, l'activiste d'extrême droite, prêt à aller jusqu'au bout pour faire un exemple, a passé la main aux droits communs qui, eux, voulaient tout simplement être libérés. Hier, les avocats des détenus rebelles ont pu pour la première fois rencontrer leurs clients avec les dernières propositions du gouvernement. Une amélioration de leurs conditions de détention, leur transfert dans des prisons plus proches de leur domicile et, éventuellement, des remises de peine. Les mutins ont fini par céder après avoir exigé la présence d'un observateur extérieur, un représentant d'Amnesty International, arrivé cette nuit. D'abord ébranlé, le tout jeune gouvernement italien du démocrate chrétien Giovanni Goria, qui a toujours gardé une attitude ferme, sort finalement renforcé par l'issue heureuse de cette longue épreuve. Le sommet de la francophonie s'ouvre demain au Québec. 39 pays qui parlent le français vont évoquer l'avenir de cette communauté de langage qui recouvre aussi des intérêts économiques, il faut le savoir. Pour l'instant, la langue française est plutôt, disons, dans une position défensive par rapport principalement à l'anglais. C'est le cas précisément au Québec, cette province francophone du Canada, face aux anglophones canadiens et surtout aux géants américains. Reportage de nos envoyés spéciaux Paul Naon et Philippe Friedland. La ville de Québec fêtait hier le début du sommet francophone. Le Québec, une province du Canada grande comme 3 fois la France. Les problèmes linguistiques, économiques et politiques peuvent se résumer en 2 chiffres. Le Canada compte 25 millions d'anglophones et 6 millions de francophones seulement. La ville de Québec est le bastion de cette francophonie. Ici, on parle, on pense, on mange, on respire français, malgré la présence envahissante du grand voisin américain. Les gens sont très satisfaits du sommet francophone ici à Québec parce qu'on veut parler français. Et pourquoi, à votre avis, les jeunes veulent parler français? À cause de nos origines. On est français, on est québécois, on veut garder nos origines. C'est comme un bébé voudrait garder ses parents, quoi. Pour moi, le vrai français, c'est celui qui est vivant, qui permet d'exprimer ce qu'on a à vivre, ce qu'on voit tous les jours, les réalités. Et de ce point de vue-là, c'est évident que le français du Québec ne peut pas être le même français qu'en France. Nous sommes ici dans la famille Rouleau, une des premières familles d'immigrants venus au Canada en 1650. Ils sont partis du Perche en Normandie pour faire fortune dans le Nouveau Monde. Arthur, Gaëtan, Lise, Bernadette, Chantal, Louis, 10 générations sont autour de cette table et tous se raccrochent aux traditions françaises. Même s'ils parlent une langue quelque peu différente. Oui, c'est important. Il faudrait que ça resterait ici. Il faut que ça reste. Hein? Ben, misère, oui. Parce que notre langue, nous autres, on dit tiens,
Est-ce que vous ne tenez pas au français? C'est aujourd'hui qu'on voit la continuité de M. de Gaulle. Dans la classe ouvrière, là, on parle français, puis ça va parler français longtemps. Moi, je serais désespéré si on me disait que mes petits-enfants ne parleront plus français. Parce que c'est pas une question de vocabulaire, mais c'est une question de style de vie qui, d'après moi, correspond beaucoup à ce qu'on est comme être humain. En fin de soirée, la famille Rouleau a tenu absolument à interpréter une chanson française vieille de 2 siècles. Étonnant, émouvant, à 5000 km de la France, ces Canadiens qui se battent pour leurs racines et leur culture dans un environnement plutôt hostile. La préparation de ce sommet de la francophonie a constitué la dernière partie du voyage de M. Chirac au Canada. Avec les responsables du Québec, le Premier ministre a mis sur pied un certain nombre de projets, notamment dans le domaine de la technique, de la coopération audiovisuelle. Je le disais tout à l'heure, la langue française est plutôt dans une situation défensive dans le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, vous ne le saviez peut-être pas, le français n'est plus une des 10 premières langues parlées dans le monde. Philippe Lefebvre. Vous êtes chaude? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, excusez-moi. Je suis chaude et prête aussi. Madonna a beau s'y mettre, l'ONU a beau l'utiliser officiellement, le français n'arrive qu'au 10e rang des langues parlées dans le monde, après l'anglais bien sûr, l'espagnol, le russe, le chinois, l'arabe entre autres. Pourtant, à ce jour, 100 millions d'individus parlent, lisent et utilisent le français comme ses élèves de Paris. 100 autres millions l'apprennent à l'école comme langue étrangère. De l'Europe occidentale à l'Asie du Sud-Est, en passant par le Liban ou la Syrie, le français essaie de rayonner grâce au travail des professeurs de l'Alliance française ou encore aux professions de foi d'un Senghor ou d'un Bourguiba. On parle aujourd'hui plus français hors de France que dans l'Hexagone, surtout dans le tiers-monde, en Afrique noire par exemple. Comme l'anglais, le français est parlé sur 5 continents et au-delà en plein Pacifique, sur le caillou calédonien. Pour mémoire, notez les dom-toms et certaines compagnies créoles qui exportent francophones sur un marché où le champion toute catégorie, all over the world, partout dans le monde, reste l'anglais. L'occasion de revoir une nouvelle fois Madonna. Dernier point de ce dossier, l'intérêt qu'il y a à ce qu'une langue reste très parlée dans le monde n'est pas simplement culturel. On peut le comprendre aisément, la langue dominante constitue également un argument économique, parfois déterminant, comme nous l'explique François David, responsable de la direction des relations extérieures françaises, interrogé par Ève Mété. D'abord, il faut noter un paradoxe qui est que la France est très présente dans des secteurs où le français n'est pas la langue dominante. Je pense par exemple à l'informatique, l'aéronautique ou le matériel médical avancé. C'est l'anglais qui est la langue dominante, or les Français sont très très bons. Ça c'est un paradoxe apparent. En fait, au-delà de ce paradoxe, il y a une certitude. C'est que plus les étrangers parlent français, ont une culture française, une mentalité française, plus ils sont incités à acheter des produits français. C'est ainsi que nous sommes très peu présents dans des pays où on ne parle pas le français, comme la Corée du Sud ou toute l'Asie du Sud-Est. Et il faut donc, si on veut développer la présence économique française dans le monde, accueillir davantage de décideurs étrangers en France pour les familiariser avec la culture française et la langue française et les amener progressivement à acheter des produits français. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le travers de penser que le français, il n'y a que ça. Il ne faut pas être trop hexagonal. Faisons comme nos voisins. Apprenons aussi les langues étrangères et invitons et incitons nos chefs d'entreprise à apprendre plus les langues étrangères, à se déplacer à l'étranger pour asseoir davantage la présence économique française dans le monde. La guerre Iran-Irak, c'est l'Irak qui d'un côté lance de nouveaux raids contre des installations pétrolières iraniennes et des pétroliers au large des côtes de l'Iran. Et d'autre part, une vedette rapide iranienne qui s'en est pris aujourd'hui à un pétrolier espagnol circulant dans le centre du Golfe, au large des côtes de l'Arabie Saoudite. Un regain de tension très net qui inquiète fortement les États-Unis. De Washington, notre correspondant Jacques Abouchard.
7 navires attaqués en 48 heures dans le golfe Persique par les chasseurs bombardiers de Bagdad. La guerre des pétroliers a donc repris d'une manière foudroyante sur la route de l'or noir après une trêve de près de 45 jours. Pour l'instant, l'US Navy poursuit sans incident sa mission de protection rapprochée des tankers koweïtiens passés sous le pavillon américain. À Washington, on s'attend bien sûr à des représailles iraniennes avec tous les risques d'une confrontation directe entre l'armada américaine et la flotte de guerre de Téhéran, notamment les vedettes rapides iraniennes qui lancent des raids contre les navires marchands. Madame Phyllis Oakley, au nom du gouvernement américain, a déploré la reprise des assauts de l'aviation de Bagdad. Comme toujours aux États-Unis, il y a plusieurs sons de cloche. Ici, au département d'État, on se montre très irrité par la rupture de la trêve. Le feu vert de l'état-major irakien à son aviation est qualifié de regrettable et même de déplorable. Les positions sont plus nuancées au Congrès. Ainsi, M. Robert Dole, chef de file des Républicains du Sénat, est plutôt compréhensif envers Bagdad. Après tout, dit-il, les Irakiens voient l'Iran exporter son pétrole, amasser de l'argent et acheter des armes. Si le colonel Kadhafi a demandé à ses troupes de reprendre Aouzou au Tchad à la fin de la semaine dernière et que pour y parvenir, il a employé les grands moyens, c'est qu'il voulait à tout prix s'offrir cette victoire à l'occasion du 1er septembre, date anniversaire de son arrivée au pouvoir il y a 18 ans maintenant. Un anniversaire commémoré à Tripoli par, vous allez le voir, un impressionnant défilé militaire. Gilles Rabin. Kadhafi peut sourire, Kadhafi peut pavoiser, et la capitale libyenne fêtait dans la liesse révolutionnaire le 18e anniversaire de la République socialiste arabe de Libye. Sur la place verte de Tripoli, l'armée peut aussi défiler, car après la victoire d'Aouzou, son prestige est restauré. En tête, les Panthères, ces femmes soldats qui composent la garde personnelle de Kadhafi. Les commandos noirs au pas de course, ce sont les vainqueurs d'Aouzou, le fer de lance de l'armée libyenne, qui ont quand même dû s'y reprendre à 3 fois pour enlever la palmeraie aux Tchadiens d'Hissène Habré. Pour célébrer dignement l'événement, Kadhafi n'a pas pu s'empêcher de montrer ses chars. Ce sont eux pourtant, ces chars soviétiques trop lourds et inutiles dans le désert du Tchad, qui lui ont valu une série impressionnante de défaites depuis le début de l'année. C'est parce que des Toyota ont remplacé les chars que Kadhafi a pu reprendre Aouzou à la 3e tentative. Elles ont permis à l'armée libyenne de débouler à 100 km/h sur cette piste de montagne qui est devenue pour les défenseurs tchadiens d'Aouzou le couloir de la mort. Kadhafi pavoise, Hissène Habré menace. Le sourire libyen d'aujourd'hui, proclamait ce matin la radio de Djamena, se transformera bientôt en un horrible rictus. Une information du journal Le Monde qui pourrait signifier une véritable détente entre les deux grands. Un responsable militaire soviétique a proposé aux Américains de se rendre sur les sites d'essais nucléaires en URSS pour vérifier la bonne foi des Soviétiques en cas d'accord sur la limitation des armements nucléaires. Et plus encore, les deux pays pourraient effectuer des essais chez l'un ou chez l'autre. Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes du FLNKS organisaient cet après-midi une marche de solidarité dans les rues de Paris avec l'appui du Parti communiste, des socialistes de la région parisienne et la Fédération de l'éducation nationale. Dans le même temps, à Nouméa, les adversaires de l'indépendance dénoncent ce qu'ils appellent les provocations des indépendantistes à une semaine et demie du référendum. Sur place, le reportage de nos envoyés spéciaux Rachid Arabe, Patrice Dutertre. Au FLNKS, le député du RPCR reproche de chercher l'affrontement. Aux autorités territoriales, M. Lafleur dit indirectement « Il n'est pas normal que les indépendantistes défilent sous la protection des forces de l'ordre depuis une semaine. » Les événements de ces derniers jours sont porteurs de risques graves. Sans la présence des forces de l'ordre, M. Yewene n'aurait jamais eu le courage de multiplier ses provocations. Ces démonstrations dérisoires ont assez duré. Elles doivent cesser immédiatement. Et c'est là l'avertissement que nous lançons. Jacques Lafleur, qui avait renoncé à son projet de contre-manifestation à travers le pays, a décidé aujourd'hui de mobiliser ses troupes d'une autre façon. Le RPCR organisera la semaine prochaine dans un stade de Nouméa une grande fête tricolore. Seuls les rassemblements sur la voie publique étant interdits, le meeting du RPCR ne peut donc pas, a priori, tomber sous le coup de la loi.
En bref, prise d'otage cet après-midi dans une banque d'Alençon dans l'Orne. L'attaque a mal tourné, les gangsters ont pris 2 otages avec lesquels ils se sont enfuis à bord d'une voiture. Pas d'autres informations pour l'instant. Le gouvernement belge a pris à partir d'aujourd'hui une décision draconienne, l'interdiction de fumer dans tous les lieux publics, non seulement les hôpitaux, les écoles, les administrations, mais aussi les gares ou encore certains escaliers publics. Le commentaire de Patrice Pellet. Depuis ce matin, le fumeur belge a la vie dure. Interdiction formelle de fumer dans les lieux publics. Dans les postes, dans les gares, dans les aéroports, devrait donc circuler un air chargé en oxygène pour le plus grand bien des poumons flamands et wallons. Une interdiction qui s'étend même à certains lieux privés, comme par exemple les maisons de retraite où on s'occupe des malades du 3e âge. Les Belges sont-ils traumatisés? Je trouve ça ridicule. Non, moi je trouve que c'est pas mal. Moi je suis pour oui. D'un autre côté, bon, c'est vrai que c'est mauvais pour la santé, que ça peut peut-être améliorer les choses, on ne sait jamais. Avant sanction, une période transitoire de 3 mois est prévue pour que les Belges comprennent que cette histoire n'est pas une blague. En effet, c'est par arrêté royal que cette interdiction a été prise. L'amende aussi sera royale, près de 3000 francs. Qu'il est bon d'être jeune si vous prenez l'avion. Air France vient en effet de décider d'offrir des tarifs jamais vus pour les moins de 26 ans, sur les vols réguliers et toute l'année. Les précisions d'Emmanuel Vanier. Vous achetez déjà le billet le moins cher, vous enlevez encore 30% et vous avez le nouveau tarif Air France pour les jeunes de moins de 26 ans. Paris-Londres aller simple 395 francs, Nice-Barcelone 395 francs également, Paris-Genève 295, des tarifs proches de ceux pratiqués par la SNCF. 71 liaisons au départ de Paris ou de la province, soit plus de 600 vols hebdomadaires sur Air France ou ses compagnies associées sont ouverts à ces nouveaux tarifs. 2 conditions minimum, avoir moins de 26 ans et réserver son billet la veille. 1992 c'est demain, 1992 c'est le marché unique en Europe et que nous pensons que les jeunes Français doivent connaître leurs jeunes compatriotes de l'Europe de demain et nous pensons qu'il y avait une opportunité à promouvoir donc les grandes villes européennes au départ de la France. Pour Air France, il s'agit aussi d'attirer une nouvelle clientèle vers l'avion. Les jeunes de moins de 26 ans représentent déjà 25% des passagers et ils sont bien sûr les clients plein tarif de demain. Oui, dans la foulée, Air Inter annonce elle aussi des tarifs jeunes valables, eux aussi, tout au long de l'année. Suite de la bataille en bourse autour du groupe Lénier-Prouveau, les chargeurs réunis ont acquis cette fois-ci un peu plus de 36% du capital, ce qu'il est convenu d'appeler dans le jargon de la bourse la minorité de blocage. Sport, nouvelle déception à Rome pour les Français. Stéphane Caristan en premier, éliminé en demi-finale du 110 mètres haies et Bruno Marie-Rose dans le 200 mètres. Francis Marotte. Pour commencer, honneur au seigneur Edwin Moses, l'Américain, en danger au départ du 400 mètres haies, tant Harris, l'autre Américain, et Harald Schmidt, l'Allemand, sont près de ces temps. Mais aussi Moses en danger à l'arrivée, parce que parti très vite, Edwin the King, comme il est surnommé, voit sa couronne mise à mal après le saut de la dernière haie. Et c'est à l'arraché en réussissant la meilleure performance mondiale que Moses termine 200e devant Harris et Schmidt. Moses, la réussite. Les déceptions, elles sont françaises. Caristan sur 110 mètres haies. Époustouflant le matin, vainqueur facile en série, mais en demi-finale, Caristan 5e couloir, 5e place, éliminé. Une déception qui fait suite à l'élimination de Bruno Marie-Rose sur 200 mètres. Le Français contracte un claquage à la cuisse après Morinière, Bruno Marie-Rose, et c'est le 4x100 mètres français qui s'effiloche. Eh oui. Une image terrible encore, cet après-midi, toujours au championnat du monde d'athlétisme à Rome. L'arrivée du 10 km marche féminin sur le stade dans les derniers mètres. C'est, vous allez voir, l'effondrement de plusieurs concurrentes à bout de souffle. 10 km marche féminin ou plutôt 10e kilomètre. Pour la soviétique Strakova, vainqueur, ça va encore. Mais derrière, ça ne va pas fort. L'effort jusqu'au bout de la souffrance. Pour l'Australienne qui titube, qui s'accroche, mais qui décroche. Pour l'Espagnole qui ne sait plus où elle marche. Asphyxiée de fatigue, appel d'air, appel à l'aide.
Le nez dans le gazon, regard vidé de force, transporté mais mal transporté. Solidarité enfin, mais l'image de la souffrance demeure. Terrible. C'est à Venise, avec cette dernière information, que nous allons maintenant au Festival du cinéma où il présente son 93e film. Jean-Louis Trintignant a annoncé qu'il abandonnait provisoirement son métier d'acteur. À 57 ans, avec 30 années de métier derrière lui, il explique qu'il a envie de prendre son temps et de voyager. S'il en a les moyens, pourquoi pas? José, la météo maintenant. Alors la météo, des orages demain, attention, ils pourront être violents en montagne. Ne les prenez pas à la légère, une jeune fille a été tuée par la foudre aujourd'hui dans la région du nord de la Moselle. Alors méfiance, méfiance demain, ce message s'adresse à tous ceux qui habitent le sud-est, l'est du pays. Pour les autres, eh bien, il y aura du soleil. Pour d'autres encore, il y aura des nuages. Voici l'explication sur notre photo satellite vers laquelle je me retourne. Ces nuages que vous voyez sur le pays ont donné des orages, des ondées aujourd'hui, progressent vers le sud-est où ils vont donc s'installer demain. Un nouvel arrivage de nuages ici, mais qui va prendre la direction du nord. Résultat, le voici sur la carte du temps que nous aurons à peu près à la mi-journée. Donc des Pyrénées au sud du Massif central, aux Alpes, à la Méditerranée aussi et jusqu'à l'Alsace, une tendance orageuse et encore une fois, attention, surtout en montagne demain. Des passages nuageux nombreux sur le nord, la Picardie et sur la Normandie. Regardez, du soleil sur les Pays de Loire, sur le bassin parisien, sur le centre du pays, sur l'Aquitaine aussi et puis des nuages aussi un petit peu plus nombreux de la Bretagne à l'Aquitaine. Les températures sont en baisse, légère baisse, mais conforme à la saison. 18 degrés à Cherbourg, 25 à Bourges, à Dijon et dans le sud, 28 degrés en Corse, mais à Marseille aussi. Alors demain, mercredi 2 septembre, pour les Ingrid, eh bien, le soleil se lèvera à 7h09 et se couchera à 20h31. Merci. Et tout à l'heure, simplement en fin de programme, ce sera de toute façon la fête d'Hervé Claude qui vous présentera le dernier journal. Quant à moi, je vous retrouve demain soir à la même heure, 20h. Bonsoir, excellente soirée sur Antenne 2. À demain.